Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. On se retrouve dans le cinéma de Dampierre-sur-Salon que je remercie pour nous avoir prêté la salle, puisqu'on va vous parler du Festival de Cannes. Pour la première année, le Club Lumière était présent directement sur le festival et Rose, Charlotte, Tristan et Clément ont pu voir des films là-bas. D'ailleurs, on se retrouve avec Clément qui nous a filmé pas mal de plans sur place et qui va nous raconter son festival. Alors, salut Clément du coup. Salut Anthony. Donc, je rappelle juste avant que tu nous présentes ton festival quelques chiffres donc sur le festival de Cannes que j'ai trouvé, ils sont plutôt intéressants. Donc le festival, là, c'était la 76e édition. Ça, tu le savais puisque c'était écrit un peu partout. Mais donc le festival est écrit en 1939. Il a été stoppé par la guerre, donc la première édition, c'était en 1946. Et dans les chiffres, le festival de Cannes, c'est 80 000 festivaliers quand même. C'est 4 000 journalistes du monde entier, 5 000 projections pour environ 200 films en compétition. Puisque comme on le verra avec toi, il y a des films qui sont aussi hors compétition. À toi Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur le Festival de Cannes, sur comment ça s'est passé un petit peu, et voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors déjà, vu que c'était notre première édition, arriver sur place, déjà c'est un monde à part. C'est vrai qu'en temps de Cannes, c'est quelque chose, quoi, parce qu'il y a du monde partout. Et puis voilà, ils sont là vraiment que pour une chose, le festival. Donc c'était assez bizarre comme ambiance. Mais au bout de 1 ou 2 jours, en fait, tu te prends au jeu et franchement, c'est vraiment cool. Mais c'est fatigant, très fatigant même. Ouais. Ah bah c'est sûr que ça a l'air intense. Oui. Donc dans cette vidéo, on va aborder 12 films. 12 films que tu as vus et dont tu vas nous parler brièvement. Il y en a certains donc qui ont déjà eu des articles réalisés, comme je le disais avant, par Charlotte, Rose ou Tristan. Donc je vous le dirai, hein, quand on les abordera, je vous présenterai le fait qu'ils ont déjà eu des articles. Et puis je vous laisserai aussi aller voir au fur et à mesure sur le site, puisqu'il y a encore des articles qui vont arriver après cette vidéo. Donc c'est parti, on passe sur les films. Les films, moi j'aimerais bien que tu nous parles juste d'un truc Clément, donc là on va aborder les films, c'est comment est-ce que ça se passe quand on a une accréditation pour justement aller voir un film? Alors déjà, nous, on a eu une accréditation cinéphile. Donc tu as plusieurs accréditations, tu as aussi presse. Donc presse, en fait, tu as d'autres séances qui sont prévues, mais là, c'est vraiment des séances que avec la presse. Donc c'est réservé. Et du coup, tout ce qui est accréditation, que ce soit 3 jours à Cannes, cinéphile, et je crois qu'il y en a une autre, mais je n'ai plus le nom d'accréditation. Bref, c'est pas très grave. Donc en gros, c'est un système de billetterie qui ouvre 4 jours en avance. Donc le premier jour, c'était le mardi 16. Donc la billetterie du jour du mardi 16, elle a ouvert le 12. Le 12. Et c'était un samedi. D'accord. Donc voilà, ce jour-là, il y avait 4 films. Donc il y avait donc l'ouverture, le film qu'on va parler après, L'amour fou de Jacques Rivette. Donc ça ouvre à 9h. Pour la presse, ça ouvre à 7h. Dès qu'il arrive 9h, ça met accéder à la réservation. On clique sur le film qu'on a envie de voir. Si on a de la chance, c'est marqué avoir un billet. Tu appuies dessus et tu as le billet. Ok. Donc finalement, c'est vrai que moi, je savais pas du tout comment ça marchait. Ouais, bah c'est plutôt simple. Tu m'as montré un petit peu l'application. C'est comme réserver un film dans un cinéma sans le système de paiement. Voilà. Et donc voilà. Mais c'est un petit peu. Je voulais revenir là-dessus sur le fait que ça demande quand même d'être connecté au bon moment pour avoir certains films qui sont assez prisés. Donc là, on va passer déjà sur le premier film dont tu vas nous parler. C'est le premier film que tu as vu. Donc, premier film. Donc moi, je vais commencer juste en vous donnant quelques infos sur le film. Donc il s'agit de L'Amour fou qui a été réalisé par Jacques Rivette en 1969. Donc Jacques Rivette, donc réalisateur français assez connu, qui est un membre important de la Nouvelle Vague. Voilà. Dans la liste assez nombreuse des films qu'il a pu réaliser, j'en ai sélectionné 2 comme ça. Il y a donc La religieuse de Diderot en 1966 et Le pont du Nord en 1981. Donc voilà, je vais te laisser parler un petit peu du film, de ce que tu en as pensé, ou même de la projection en elle-même. Ouais, bah je vais commencer par la projection. Donc, alors c'était vraiment la première projection du festival. Donc on a eu la chance d'avoir les 2 acteurs principaux du film, donc Jean-Pierre Calfon et Bulogier. Et donc pour parler du film, alors je dirais que le film, il a un principal problème, c'est la longueur. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, le film dure 4 heures. Et même le vrai Amour fou de Rivette dure 4h20, je crois. Parce qu'il y a une catégorie à Cannes, c'est Cannes classique, et c'est des restaurations. Donc tu as les équipes du film, de la restauration du film qui viennent. Et en gros, en fait, ce film, les bobines ont été brûlées dans un incendie. D'accord. Et donc, ils ont été obligés de remonter le film
et de supprimer quelques trucs qui avaient brûlé. Mmh. Et alors, je sais pas si c'est à cause de cet incendie et du coup de la dégradation des pellicules. En fait, les 3/4 du film sont limite inaudibles. Heureusement qu'il y a des sous-titres. S'il y avait une voiture qui passait, c'était un brouhaha, mais vraiment quelque chose de malade. Et donc oui, pour moi, le problème du film, c'était sa longueur. Le propos est intéressant, mais voilà, déjà, il y a eu la fatigue qu'a joué sur le film, la durée, et j'ai pas réussi à rentrer dedans, mais je sais que c'est un film qui est intéressant à regarder. Je le re-regarderai peut-être un jour pour me faire à l'idée de ce que j'avais vu. On va regarder un petit extrait, parce que j'ai réussi à trouver un petit extrait sur YouTube. Donc c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Comment tu la trouves, ma robe, finalement? Elle est belle, elle est moire. Pas mal, hein? Un peu plus courte, moi je la porte. Oh non, non, c'est trop. On passe au deuxième film. Donc le deuxième film, c'est Amagloria, qui a été réalisé par Marie Amachukeli, qui est une réalisatrice française. Pour l'instant, c'est un film qui n'a pas de date de sortie officielle, donc il est annoncé prochainement. À savoir qu'elle avait donc réalisé un court-métrage qui s'appelle C'est gratuit pour les filles en 2010, qui avait reçu le César du meilleur court-métrage, donc c'est pas n'importe qui. Et elle a réalisé aussi Party Girl en 2014, qui avait remporté la Caméra d'Or et le prix d'ensemble Un certain regard à Cannes. Dis-nous ce que t'en as pensé. Franchement, alors déjà, ce film, on l'a vu en ouverture de la semaine de la critique. Alors je vais être honnête avec toi, ce film est touchant, vraiment. Je pense que toi, tu le regardes, tu serais touché. Parce que du coup, on découvre une relation. Quand tu commences le film, tu penses que c'est une relation mère-fille. Au final, tu te rends compte que non, en fait, cette mère, en fait, c'est juste une nounou. Et on suppose que, du coup, la mère est décédée. Et en fait, on va suivre pendant les 1h30 de film cette relation entre eux. Et c'est assez touchant parce que voilà, il va avoir des contraintes entre les deux personnes. Et en fait, elles vont toujours être là pour... elles vont toujours faire en sorte de vivre ensemble et tout. Et c'est touchant. Il y a vraiment des scènes, oui, ça... Tu sais, les émotions, ça monte, tu vois. Et puis, la prestation de la fille, j'ai jamais vu un aussi bon truc à cet âge-là. Et oui, et franchement, c'était super touchant. Ce qui est encore plus touchant, c'est quand les lumières se sont rallumées et que, du coup, elle était là, l'actrice. Et tu vois, l'actrice se levait de son siège en train de pleurer. Tu sais, ça te... Ouais. C'est bizarre. Je sais pas quoi dire sur le film, mais en fait, voilà, c'est une épopée entre, du coup, une nounou et une fille qui va tout faire pour rester avec elle parce qu'elle a pas envie d'être abandonnée par elle parce que voilà, elle la considère comme sa mère. On passe à l'extrait ? Alors là, on passe donc sur un court-métrage. Alors moi, j'étais persuadé avant de regarder les infos que c'était un film, mais non, c'est un court-métrage. Mais pour avoir vu les images, j'aimerais bien que ce soit un film, carrément. C'est donc Strange Way of Life, réalisé par donc Pedro Almodóvar, excusez-moi du peu, qui sortira le 16 août 2023. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter ? J'ai quand même pris 3 films pour rappeler un peu les prix qui ont été gagnés par Almodóvar. Donc il a réalisé Talon aiguille en 1991, qui avait reçu le César du meilleur film étranger, plus d'autres prix, j'ai vraiment mis les prix les plus prestigieux. Il a ensuite réalisé Tout sur ma mère en 1999, alors celui-là, la liste est longue, mais prix de la mise en scène à Cannes, César du meilleur film étranger, Oscar du meilleur film en langue étrangère, et plein d'autres, une ribambelle d'autres. Et pour finir, j'ai mis Douleur et gloire, parce qu'on l'a vu ensemble à Besançon, qui est donc sorti en 2019, qui a eu 7 prix au Goya, dont le meilleur film, et prix d'interprétation masculine pour Antonio Banderas à Cannes. Donc je te laisse nous parler de ce court-métrage. Alors, c'était peut-être l'une des séances que je voulais le plus, et j'ai eu la chance de l'avoir, j'ai été même le seul à avoir une place. Je savais qu'il y avait Ethan Hawke qui allait venir, je pensais que Pedro Pascal allait venir, mais bon, il y a eu des contraintes, je pense, de tournage. Oui, certainement. Bref. Puis du coup, Pedro Almodóvar était là.
Et donc, s'ensuit, vu que c'était un court-métrage, c'était une discussion. Ce qui était intéressant, du coup, ils ont discuté après du court-métrage. Moi, en fait, le défaut principal du film, enfin du court-métrage, c'est que c'est pas un film. Et en fait, c'est que ça passe en un claquement de doigts. Et en fait, t'es déçu. Tu te dis, putain, j'aimerais tellement en voir plus. Bah, c'est beau, du coup. Ça veut dire que c'est vraiment réussi. Franchement. Et en fait, c'est difficile d'émettre une critique dessus parce que t'aimerais tellement en voir plus que là, tu te dis, en fait, non, j'ai juste vu la première partie. Donc, du coup, une très bonne surprise, mais du coup, voilà, un petit peu sur ta faim parce que t'aurais espéré que ce soit plus long. Ouais. On passe au trailer parce que là, pour le coup, il y a un vrai beau trailer. She was a whore, Father. A woman was found killed in town. Donc on passe maintenant à Jeanne du Barry. Donc on en a beaucoup entendu parler de ce film-là. Donc Jeanne du Barry est un film réalisé par la française Maïwenn, qui est sorti déjà donc au moment où on tourne et au début du festival. Il est sorti le jour d'après. Il est sorti le jour ensuite, donc le 16 mai 2023. Elle avait également réalisé Police en 2011, qui avait eu le prix du jury à Cannes et 3 prix au César, dont celui du meilleur montage. Et elle a réalisé également Mon Roi en 2015, qui avait eu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour Emmanuel Berco. Voilà. Je savais pas. Et j'avais vu Mon Roi et Police aussi, je les ai vus les deux. Mon Roi est pour moi un chef-d'œuvre. Ok, moi j'avais été un peu moins conquis, mais bref. Jeanne du Barry. J'avais beaucoup d'attentes, ça faisait partie des films que j'avais vraiment envie de voir parce que moi je suis un petit gourmand des films historiques, j'aime bien tout ce qui touche à la France, au roi et tout, même si Louis XV je connais pas assez. Oui, mais après moi je pense que ce qui fait aussi qu'on avait vraiment envie de le voir, c'était l'idée de voir Johnny Depp jouer Louis XV. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu beaucoup de ça qui a créé aussi de la hype au niveau du film. Sur le papier, ça donne vraiment envie en tout cas. Ça donne vraiment envie et le pire c'est que c'est réussi. Moi j'ai trouvé que c'était réussi. Il s'empare du rôle, l'accent est vraiment bien. J'ai pas trouvé que c'était très flagrant comme on avait pu voir Pattinson dans Le Roi. Alors que là, franchement, ça passait. Et en fait, j'ai été déçu de Jeanne du Barry parce que j'ai trouvé que c'était trop superficiel. J'ai trouvé qu'en fait, on essaie de représenter un film avec du coup la femme forte parce que quand même Jeanne du Barry, une personne assez importante. Partie de rien et arrivée à la cour du roi, favori du roi. Voilà, c'est quand même une personne assez importante et j'ai trouvé que c'était trop superficiel, que ça racontait limite pas grand chose à sa vie. C'était pas incroyable et on reparlera du coup après d'un autre film avec ce côté féministe et tout. Il y aura un parallèle. Il y aura un parallèle. On passe au trailer ? Ouais. C'est parti. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie ? Pour aller où ? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi ? À la bagatelle. On passe maintenant à Monster, qui est donc un film réalisé par Hirokazu Koreeda, qui est un réalisateur japonais. Ce film n'a pas non plus de date officielle de sortie. Alors d'ailleurs, je vous précise qu'un article est déjà disponible sur le site du Club Lumière, qui a été rédigé par Tristan, qui était donc présent aussi au festival. C'est un réalisateur qui est quand même plutôt apprécié à Cannes, puisque donc il avait reçu le prix du jury en 2013 pour Tel Père Tel Fils, et il avait reçu la Palme d'Or en 2018 pour Une affaire de famille. On va en parler brièvement parce qu'il y a déjà tout un article, mais dis-nous un petit peu, voilà, toi t'as pu le voir, qu'est-ce que t'en as pensé brièvement ? Ça va être rigolo, mais du coup par rapport à l'article, moi c'est l'opposé inverse. Oui, donc c'est vrai que l'article de Tristan est plutôt élogieux, il a visiblement beaucoup aimé le film. Moi, c'est pas que j'ai pas aimé le film, c'est que j'ai trouvé que déjà on peut retirer un tiers du film, ce sera pas grave. Je sais pas, alors... De ce que j'ai compris, moi, Koreeda, je connais pas beaucoup. Je crois que c'est Tel Père Tel Fils que j'ai vu, que j'avais vraiment trouvé bien. C'était vraiment pas mal parce que du coup, ce réalisateur a un côté très famille et tout. Et de ce que j'ai cru comprendre là, il a essayé un petit peu de se séparer, même s'il reste beaucoup dans le thème de la famille,
mais de se séparer avec cette histoire entre deux enfants. Et donc moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu une référence au film de Lucas Dont Close, qui même d'ailleurs ce film, je l'ai pas trouvé incroyable. J'ai trouvé que voilà, la moitié du film n'était pas intéressante. Et là, c'est pareil en fait. Bon, t'as pas trop apprécié. J'ai pas trop apprécié. Je prends quand même le temps de préciser qu'il a reçu donc, vu que là on tourne le lendemain de la fin du festival, il a reçu la palme du meilleur scénario. C'est vrai. Je précise avant de mettre le trailer que il est en japonais. Voilà, au moins on pourra voir un petit peu l'esthétique du film, mais au niveau de la compréhension, à moins que vous parliez couramment japonais, ça va être compliqué. C'est parti pour le trailer. 湖のある静かな町で起きた些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。何にも誤解してないんですよ。この先生に叩かれて息子は怪我したんです。まあこういうのって母子家庭にありがちっていうか、まあうちもシングルマザー。堀先生、児童のせいにしたら親御さんの怒りに火がつくでしょ。実際どうだったかはどうでもいいんだよ。On passe donc au 6e film de la vidéo. Il s'agit de Omar la Fraise, un film réalisé par Elias Belkedar. C'est son premier film en tant que réalisateur. Il est sorti le 24 mai 2023. Et on connaît surtout cet homme-là pour avoir été scénariste sur Mes jours heureux d'Antoine de Barry et surtout celui qui avait beaucoup fait parler de lui, Athéna de Romain Gavras en 2022. Omar la Fraise, c'est parti. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le film ? Franchement, c'est un bordel. Mais c'est un bordel qui marche. Et en fait, c'est drôle. Il y a déjà, on verra dans le trailer, une scène qui est énorme, qui est vraiment tellement drôle. Mais il y en a encore 3 ou 4 dans le film qui sont pas dans le trailer. Mais tu regardes, tu te dis, mais c'est énorme. Surtout de voir Magimel. Franchement, on tient peut-être l'un des meilleurs rôles de Magimel. En fait, ce mec est ouf. Enfin, c'est vrai que moi, en tout cas, pour avoir été en contact avec toi pendant tout le festival, c'est un des films dont tu m'as le plus... T'as été visiblement le plus... c'est pas forcément celui qui t'a le plus plu, mais c'est celui qui t'a fait le plus réagir. Alors, on reviendra dans les anecdotes. Ouais, bon. Voilà. On passe au trailer ? Ouais. On passe au trailer. Omar Zerouki, plus connu sous le nom d'Omar la Fraise. T'as pris 20 ans ce matin à Paris, par défaut. T'as une bonne nouvelle ? La patrie de ton père, le Jazair, va te garder ici en sécurité, au soleil. T'es 100% Jazairi, Wallah, ça m'émeut. Ah, je vais pouvoir crever ici, quoi. C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'eau ? Alors, on passe à quelque chose d'un peu moins réjouissant au niveau du thème. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais parti dans l'idée que ce film s'appelait Zone of Interest, mais il s'appelle The Zone of Interest. Donc il y a une petite erreur, une petite coquille sur la présentation sur l'écran. Il manque The. Je m'en excuse. Donc The Zone of Interest est donc un film de Jonathan Glazer. Il n'a pas de date de sortie officielle pour le moment d'annoncer et il n'a pas de trailer. Donc ce réalisateur, on le connaissait aussi. Il avait réalisé Birth en 2004. Et en 2013, il a réalisé Under the Skin, qui a eu de nombreux prix internationaux, et notamment pour sa musique. Donc, The Zone of Interest, qui a reçu le Grand Prix à Cannes hier, donc nous au moment où on tourne, donc samedi, qui, en tout cas pour moi qui n'étais pas au festival, a énormément fait parler de lui, autant par le sujet que par le traitement du sujet. Donc je vais laisser, tu vas en parler un petit peu, mais sinon, en tout cas, on vous encourage vraiment à aller lire l'article de Charlotte directement sur le site. Moi, en fait, le truc que je dirais, c'est que déjà, j'ai pas vu beaucoup de films de la sélection officielle. C'est peut-être même le premier que j'ai vu de la sélection officielle. Et pour moi, je me suis dit, c'est la Palme d'Or. C'est bon. Du coup, ça ne l'est pas. Ça va être un film coup de poing pour les gens qui vont le voir. Ça va être un film qui va être détesté. On suit quand même un film qui se base à 100% sur une famille nazie. Et on n'a que ça pendant tout le film. Donc, ça va être détesté par des gens. Il y a des gens qui vont le prendre mal. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de ne pas montrer donc l'horreur de la Shoah, mais de le montrer de façon superficielle, voire même au second plan, même second degré. Bah moi, je trouve que en fait, ça fait ressortir encore plus l'horreur et le décalage. Donc, honnêtement, moi, c'est de la sélection des films, c'est peut-être celui qui me donne le plus envie de le voir. Donc, j'ai hâte qu'il ait une date de sortie officielle. Et j'ai hâte de pouvoir le voir aussi. Donc, malheureusement, on ne pourra pas enchaîner sur un trailer puisqu'il n'a pas de trailer. Donc, on passe tout de suite au film suivant.
Le livre des solutions, réalisé par Michel Gondry, qui n'a pas de date de sortie officielle et qui n'a pas de trailer. Donc vous n'aurez pas de trailer, il y a très peu d'images du film. Donc il a réalisé Eternal Sunshine, dont je ne prononcerai pas la suite du titre pour ne pas me ridiculiser, en 2004, qui avait reçu l'Oscar du meilleur scénario original, et L'écume des jours en 2013, qui avait reçu le César des meilleurs décors. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film ? Bah moi j'en attendais pas grand-chose. Malheureusement, j'avais jamais vu encore un film de Gondry. T'as jamais vu Eternal Sunshine ? Non, pas encore. Je me disais, voir Ninet, une nouvelle fois Ninet à l'écran, ça peut être sympa. Ça l'a été. Blanche Gardin, j'ai jamais été emballé par elle. Là, je l'ai été. Et je sais pas, en fait, le film, tu ressens de la fraîcheur. Tu sens... tu finis le film, t'as envie d'être pareil que lui, tu sais, d'être toujours créatif, bon, pas être 100% comme lui, parce que voilà, lui, c'est un mec, donc il doit faire un film, mais sauf qu'il a jamais envie de faire le film. Et sinon, j'aurais pas grand-chose à dire sur le film, en fait. J'ai bien aimé, mais voilà, je pense que c'est oubliable. Donc pareil, là, pas de trailer, donc on va passer directement au film suivant. L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, qui est sorti pareil le 24 mai. Elle avait réalisé La guerre est déclarée en 2010 et Notre-Dame en 2019. Eh ben c'est parti, qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur L'amour et les forêts ? Donc c'était un film que j'attendais beaucoup parce que Virginie Efira, le grand Melville Poupeau. J'ai bien aimé le film, après j'aurais pas grand-chose à dire dessus, mais on ressent, oui, il y a une sorte de... Dès que tu rentres dans la baraque, tu sais, c'est oppressant, c'est violent. J'ai trouvé que le film faisait très réel. Non, mais en tout cas, j'ai été assez surpris du film. J'ai vraiment bien aimé. C'est stressant à des moments. Enfin, c'est oppressant pour Efira. On passe au trailer ? C'est parti. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi ? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. On passe donc au 10e film de cette vidéo. Il s'agit de Firebrand, le jeu de la reine, réalisé par Karim Aïnouz. Alors là, ça fait partie des films où il n'y a pas de date de sortie, pas de trailer et aucune image à part celle dont je me suis servi pour faire l'illustration. On n'a rien du tout sur le film, à part le synopsis. Il avait réalisé La plage du désir en 2014, qui a été nommé pour l'Ours d'Or, mais qui ne l'a pas gagné. Et le documentaire Marin des montagnes en 2021. Et qu'est-ce que tu peux nous dire ? Donc, tu faisais référence tout à l'heure à un parallèle entre Jeanne du Barry et un autre film. Si j'ai bien compris, c'est avec ce film-là. Ouais, c'est ça. Donc, pour contextualiser un petit peu le film... donc ça parle de la 6e épouse du roi Henri VIII, donc Catherine Parr. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que on retrouvait un peu plus le propos genre femme forte, alors que dans Jeanne du Barry, Louis XV devenait le personnage principal, alors que non, le film s'appelle Jeanne du Barry, il s'appelle pas Louis XV. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé dans le film. Mais en tout cas, je l'ai vraiment préféré à Jeanne du Barry. J'ai trouvé que le propos était beaucoup plus intéressant. La photo est vraiment belle. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre avec la seule image qu'il y a, mais... Ouais. Et franchement, les acteurs sont vraiment bons. Si vous avez l'occasion de le regarder, allez-y, parce que... Bah, quand il sortira, parce que pour l'instant, on ne sait pas quand. Voilà. Moi, je l'ai vu. On passe au prochain, donc il n'y aura pas de trailer, encore une fois. Pas de trailer pour ce film-là. Hypnotique de Robert Rodriguez. C'est un film qui sortira le 23 août 2023. Alors moi, Robert Rodriguez, comme ça, je me disais, putain, ça me dit quelque chose. Bah en fait, c'est le mec qui a réalisé toute la saga des Spy Kids. Alors, les gens qui ont mon âge s'en rappelleront, hein, Spy Kids. Alors, je ne savais pas qu'il y en avait 4. Il a co-réalisé les 2 Sin City avec Frank Miller. Donc voilà, il a réalisé pas mal de films, ce gars-là, c'est quand même plutôt une pointure. Et les 2 Sin City, je rappelle les dates, le premier 2005 et le deuxième 2014. Donc voilà, Hypnotique, qu'est-ce que tu peux nous en dire brièvement ? Déjà, je l'ai vu en séance de minuit, donc moi je m'attendais à ce qu'il y ait Ben Affleck. J'ai compris à la fin du film pourquoi Ben Affleck n'était pas là. Je sais pas, les gens avaient l'air d'aimer le film, et moi j'étais là, mais je ne comprends pas. En fait, le mec s'est pris pour Christopher Nolan. Alors attention, je n'encense pas Christopher Nolan, hein. C'est un faquin comme tous les autres. Là, c'est comme si vous aviez en personnage principal Mesmer. Mesmer, mais là, du coup, il va vraiment te faire des hallucinations collectives. Je sais pas, je suis pas rentré dedans.
Bon, la réal est normale d'un film blockbuster, limite blockbuster américain. Les images du film étaient sympas, par contre, j'en ai chopé quelques-unes là pour les mettre. Ouais, mais elles en sont fait, pas trop mal. Après, ça veut pas dire que le film est bon, évidemment. Le délire du film aurait pu être intéressant, mais comment ça a été fait et comment ça a été écrit, pas du tout. Okay. Genre vraiment, j'ai pas aimé. J'ai même été dégoûté de terminer mon festival sur ce film. Enfin, on passe au trailer pour voir quand même quelques images du film. C'est parti. What do you see? Your daughter? The park? Wasn't paying attention. Just for a second. Work? Think I'm ready for duty? Do you feel ready? I think it's the only thing keeping me sane. Alors, on va finir donc cette partie sur les films, avant que tu nous donnes un petit peu ton top 3. On finit sur une séance un peu spéciale. C'était donc la projection du film Légitime Violence, réalisé par John Flynn, à ne pas confondre avec un film français, comme je l'ai fait, qui s'appelle Légitime Violence également, avec Claude Brasseur. Si on peut parler 2 secondes de John Flynn, c'est un réalisateur qui est devenu mythique grâce à ce film Légitime Violence, qui s'appelle en anglais Rolling Thunder, et qui sera plus tard pris en hommage par Tarantino, qui créera sa société de production sous le nom de Rolling Thunder Pictures. C'est donc pour ça que le film était projeté, puisque c'était en présence de notre ami Quentin. Donc c'était un film qu'il a choisi de projeter, tu nous expliqueras peut-être un petit peu après pourquoi. C'est parti, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc rappelle-nous le contexte de cette projection. Du coup, donc il y avait cette séance spéciale à la quinzaine des cinéastes où Quentin Tarantino devait venir pour proposer un film, mais c'était le film secret, on ne savait pas ce que c'était. Oui, c'est vrai. Et de ce que j'ai compris, c'est le film qui l'a fait devenir critique de cinéma. Donc on a regardé le film, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, je pense qu'on est trop, trop jeune, et on est trop vieux, enfin le film est trop vieux pour qu'on aime. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, nous, on a vu le film en 35 mm. Il a réussi à avoir le 35 pas mal, mm. ok. Alors ça, c'est vraiment cool, ça. On passe au trailer? C'est parti. He's been away for 8 years. Now, he's coming home. Speaking for myself, I'd like to say that the whole experience has made a better man, a better officer, and a better American out of me. Thank you very much. But the world has changed. I've been with another man. You don't remember me, do you? And he's changed too. Pull it up in the air like you're gonna take me clear on up to the ceiling. All right. This? Now higher, man, higher till you hear the bones starting to crack. That's it. Higher! Come on, higher! Donc là, on vient de terminer la partie sur les films. On en a donc présenté un certain nombre. Il y en a certains dont on n'a pas parlé puisque tu n'avais pas forcément grand-chose à dire. On va juste clôturer cette partie-là avant de passer au bilan. Tu vas nous donner tes 3 coups de cœur du festival. Ouais. Bah, je pense qu'en 3e, je mettrais Omar la fraise. Ouais. 2e, donc Firebrand, le jeu de la reine. Et en 1er, The Zone of Interest. Ok. Franchement, ouais. Ok. Et ben c'est parti, donc on passe à la partie 3, bilan du festival et ce que tout le monde attend, les anecdotes. Donc, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce festival? Au-delà des anecdotes, qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience dans un festival? Deuxième expérience dans un festival international, puisque on avait pu aller au festival du cinéma d'Asie à Vesoul. On vous encourage à aller voir la vidéo qui est normalement celle qui est juste avant sur notre chaîne. Mais donc voilà, première expérience dans un festival de cette ampleur et dans le mythique festival de Cannes. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience? Bah, c'est quelque chose. C'est quelque chose à faire. Parce que déjà, moi, il y avait beaucoup de personnes, que ce soit mes amis et tout, qui ne savaient pas que tu pouvais aller au festival de Cannes. Effectivement, moi non plus, je ne savais pas. Ils pensaient que c'était un festival qui était privé. Alors que tout le monde peut participer au festival. Tout le monde peut faire une lettre de motivation, que ce soit pour la presse, la cinéphile, même 3 jours à Cannes. C'est des trucs, voilà. C'est beaucoup axé sur le public, hein, le festival de Cannes. C'est ce qu'il faut se rendre compte de ça. C'est ce que je vous disais au début, 80 000 festivaliers. Voilà. Hein, donc, Et non, et puis il y a ce côté très terre à terre où t'es proche de l'acteur, t'es proche du réalisateur. C'est un monde à part, quoi. Pendant 2 semaines, c'est un monde à part. Du coup, là, on arrive au moment le plus croustillant de la vidéo, et puis celui qu'on attendait tous, c'est pour ça qu'on l'avait mis à la fin. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme anecdote de ce festival? Oh, j'en ai quelques-unes. Anecdote sur la séance avec Quentin Tarantino. En gros, moi, j'étais là. Là, il y avait Charlotte, et Tarantino était juste derrière. Et en fait, il faut savoir que
il n'y a pas autant d'espace que dans ce cinéma. Je sais pas si vous voyez. Mais du coup, Tarantino qui tapait et qui foutait limite des coups de poing. Alors, je sais pas pourquoi, dans nos sièges, t'as de la chance que ce soit Tarantino, parce que t'as qu'une envie, c'est de le démarrer, le mec derrière. Il y avait ça, il y a aussi, la séance de Michel Gondry où j'étais... Donc là, pareil, on vous met un petit plan vidéo de la fin de la séance et qu'on voit... On était juste devant, donc Michel Gondry, Pierre Ninet, Blanche Gardin... Eric et Ramsey d'ailleurs sur la vidéo Eric et Ramsey aussi. Qui était un petit peu de l'autre côté. Une séance mystique qui est quand même la séance d'Omar Lafraise. Donc première séance de minuit qu'on fait, donc on monte les marches et tout. On rentre dans la salle et en fait dans la salle du Grand Palais, il y a un écran donc qui passe en direct ce que passe France TV. Donc là tu vois arriver Dua Lipa, tu te dis ok. Juste après, on me dit attends, il y a Orelsan là. Donc oui, à cette séance, il y avait Orelsan, il y avait Scred. Bon, après, il y avait le grand Magimel, Reda Kateb, ce que tu veux. Et on mettra du coup en photo mon photobombe avec Benoît Magimel. Avec un petit zoom très lent et malaisant. Et aussi la séance d'Almodovar où il y avait Catherine Deneuve qui était dans la salle, Xavier Dolan aussi, Anthony Vacalero donc qui bosse chez Yves Saint Laurent, Ethan Hawke, bon ça c'était logique. Il y a aussi donc le rendez-vous avec Jane Fonda, on a Jane Fonda qui pratique un sport, je ne saurais plus lequel, si c'est du baseball ou peut-être du golf. Et malheureusement j'ai pas la vidéo où elle fout un carton à Jean-Luc Godard, qui était quand même assez drôle. Mais du coup voilà, je pense que moi je dois peut-être en avoir d'autres, mais elles sont parties de ma tête. Donc là on arrive à la fin de cette vidéo. J'en profite tout de suite pour vous mettre une petite image avec la liste du palmarès donc, de cette 76e édition du Festival de Cannes. Je vous invite à nous dire en commentaire les films qui vous intéressent, que vous aimeriez voir dans cette liste ou peut-être dans la liste générale des films en compétition, ou même si vous êtes en désaccord avec ce qu'a pensé Clément, il n'y a pas de problème. Et puis, donc nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Il y a du contenu qui va encore arriver sur YouTube. On espère que vous serez présents, donc surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt.